il faut attaquer la mort sur son terrain, sur le terrain de l'existence. Et le seul moyen d'exister et de prévaloir contre la mort, c'est d'exister non seulement dans le corps de ses enfants, mais surtout dans l'esprit des autres, dans l'esprit des générations suivantes. On ne peut exister que par la poésie. C'est un homme multidimensionnel. Il y a le poète, il y a le penseur, il y a le philosophe, il y a l'homme d'État, il y a le professeur, il y a le soldat, parce qu'il a été fait prisonnier en Allemagne. Et donc, c'est un homme exceptionnel, qui est arrivé dans un siècle exceptionnel, dans une époque exceptionnelle, et qui a donc marqué son temps et marqué son époque. Senghor est tombé en politique, comme on entre en religion par devoir, disait-il. Il fut élu au Parlement français, à l'Assemblée nationale française. Ensuite, en 1955, il est entré au gouvernement dans le cabinet Edgar Faure. Ensuite, dès les années d'indépendance, le voici à la tête du Sénégal indépendant, bâtisseur, pionnier, créateur d'un État. Il est venu à la politique par accident, tout au moins à ce que je peux appeler, ou qu'il appelle lui-même, la petite politique. Parce que pour Senghor, la grande politique, elle est culturelle, elle est sur la langue, sur la culture, sur les mœurs, sur les religions. C'est une civilisation qui englobe toute la race noire, qui, selon lui, doit être non seulement libérée de la domination européenne, mais aussi réhabilitée dans ses langues, dans ses cultures et dans ses religions. C'était un professeur, c'était un écrivain, c'était un poète. Et c'est quelqu'un qui se proposait de rendre compte de la civilisation africaine. Et lorsque il est venu au Sénégal, il a déjà rencontré en France, Maître Lamine Gueye, qui était député du Sénégal, et qui lui a demandé de se présenter, d'être son adjoint. C'était un chef d'État éclairé, un chef d'État intelligent, qui communiquait avec les gens, qui comprenait très très bien, même ceux qui n'étaient pas de son avis, qui était capable de discuter, d'écouter. Ce sont des qualités que peut-être il est difficile de trouver ailleurs que chez un poète ou un philosophe. Mais il y a chez Senghor ce côté-là, qui le rend très différent d'absolument tous les autres chefs d'État africains. Tous, y compris ceux d'aujourd'hui. On a eu chez lui cette ouverture, cette sensibilité. Je ne peux pas dire que ça a été nuisible au Sénégal, je crois au contraire qu'on en a beaucoup profité, mais on ne l'a compris qu'après. Mais notre ambition n'était pas d'être député, ni même d'être ministre ou chef d'État. Et moi, mon ambition, c'était d'être poète et professeur. Senghor, premier président de la République, nous avions une chance aussi parce que, qu'est-ce que c'est ? C'est pas un petit budas caporal que nous avions à la tête du Sénégal. Nous avions un grand intellectuel. Nous avons le poète, nous avons également l'humaniste, nous avons l'homme d'État, pour ne pas dire l'homme politique, et il aimait dire souvent que s'il y a quelque chose qu'on doit retenir de l'homme, je préfère qu'on retienne le poète plus que l'homme politique.
J'ai dit dès 1946 que mon but, c'était de mener le Sénégal à l'indépendance et après quoi, je prendrai ma retraite politique. Et cela, je ne l'ai pas oublié. Dès les années 60, déjà, il avait dit qu'il ne resterait pas au pouvoir, qu'il était venu simplement pour participer à la construction, non pas d'un État, mais d'une nation. Et il est resté 20 ans. Qui est notre loi fondamentale a été violée plusieurs fois par l'ex-président du Conseil. Mon devoir d'arbitre et de gardien de la Constitution était de la faire respecter. Tout est rentré dans l'ordre. Les adversaires, l'opposition politique étaient marxistes, étaient maoïstes, et Senghor était très dur avec les marxistes et avec les maoïstes, même si beaucoup plus tard, il a rencontré Mao. Il faut savoir que Senghor était devenu chef d'État, mais qu'il avait à côté de lui un premier ministre qui s'appelait Mamadou Dia. Or Senghor, il a beau être de la négritude, mais est un non-violent. Or Mamadou Dia, son adjoint, qu'il admirait d'ailleurs, était, il faut le reconnaître, quelque peu marqué par cette époque, par les tendances de cette époque. Le divorce entre Senghor et Mamadou Dia apparaît en tout cas à mes yeux comme une catastrophe. Et leur séparation a été quelque chose d'extrêmement dommageable pour le Sénégal. Vous savez qu'il y a 17 ans que je suis lié à Mamadou Dia. C'est moi qui l'ai découvert et qui l'ai poussé à franchir les étapes de la carrière politique, l'une après l'autre. Je le regrette, mais le régime de l'exécutif bicéphale, nous en avons fait l'expérience, est vraiment impossible, parce qu'il se forme autour du président du Conseil et du président de la République, des clans rivaux qui cherchent à les dresser l'un contre l'autre. Vous en voyez les conséquences. Senghor qui croit au droit, à la constitution d'un État. Et d'autre part, M. Mamadou Dia qui croit au parti, l'organisation du parti. Or, le parti est une force, mais ce n'est pas le droit. Les États sont représentés par des constitutions. C'est une page d'histoire du Sénégal. C'est Senghor qui est allé chercher Mamadou Dia, qui était un instituteur. Senghor avait été fasciné par cet homme, qui avait un très grand charisme et d'une grande intelligence. Et c'est Senghor qui a amené Mamadou Dia en politique, comme Lamine Gueye, le député sénégalais, avait amené Senghor en politique. Il y avait chez lui ce désir de changer qui n'était pas révolutionnaire. Césaire l'avait beaucoup plus fort, un désir de révolution. Mais lui, Senghor, c'est pour ça qu'il était socialiste, il était pour une évolution. Une évolution vers un modernisme tempéré. On ne peut pas dire que Senghor était absolument, disons, démocrate. Il a voulu éduquer l'Afrique. Par exemple, il a considéré qu'il fallait qu'il y ait des partis politiques. Un seul parti politique ne peut pas créer la démocratie. Eh bien, il a encouragé la création de partis politiques. Mais il l'a limité à 4. C'est ça qui a justifié la limitation des partis politiques, ce que certains intellectuels appelaient à l'époque la démocratie contrôlée ou la démocratie sous surveillance. Eh bien, son successeur a considéré que c'est un acte de libération que de laisser la liberté de création de partis. Eh bien, je n'ose pas le dire, mais je ne sais pas combien il y a de partis politiques au Sénégal. Il y a plus de 100. L'homme Senghor, en tout cas, a laissé à ce pays l'empreinte d'un État de droit, d'un État fort, d'un État républicain, respecté de par le monde, grâce à sa diplomatie, grâce à ses hommes, ses élites au niveau donc de tous les secteurs de la nation. Senghor a été le président d'un tout petit pays, le Sénégal. Tout petit. L'économie du Sénégal au moment des indépendances reposait sur l'agriculture. Et l'agriculture reposait sur la pluie. Senghor est resté au pouvoir pendant 20 ans et il y a eu 13 années de sécheresse, donc pas de pluie.
Mais c'est dans ce contexte difficile qu'il a donné au Sénégal une présence et un rayonnement considérable à travers le monde. Pourquoi? Parce que le poète s'est d'abord attaqué aux fondamentaux. Il a contribué à créer et à asseoir cet État dans des bases solides. Monsieur le Premier Président, après y avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me démettre de mes fonctions de président de la République. La Cour suprême est la gardienne vigilante de notre Constitution. C'est pourquoi j'ai l'honneur, Monsieur le Premier Président, de remettre ma démission entre vos mains. Je vous prie, dans le cadre de la Constitution, d'en tirer les conséquences et de recevoir le serment de M. Abdou Diouf, l'actuel Premier ministre qui me remplace. D'avance, soyez-en remerciés. Pourquoi Senghor ne s'est pas accroché au pouvoir jusqu'à la fin? Senghor était un homme qui était au fait des honneurs et de la gloire politique. Il aurait pu sortir un décret pour dire je suis président à vie. On a vu ça dans d'autres pays. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une barrière. Et cette barrière, elle était quoi? Ce n'était pas une barrière physique. Elle était dans sa tête. C'était un intellectuel de haute facture. Senghor, ce n'est pas un semblant d'intellectuel. C'est un intellectuel de haute facture. Il a jugé utile, par des voies que lui seul connaît, d'organiser sa succession autour de cet homme en révisant l'article 32 de la Constitution qui devait permettre à M. Diouf de succéder à l'homme Senghor. Ce qui a été contesté par tous les démocrates, ce qui a été contesté par beaucoup d'intellectuels sénégalais. Mais l'homme restait dans son sillage en tant que visionnaire, soucieux des réalités du pays et de ce que le pays allait devenir après lui. C'est ce que j'appelle un viol constitutionnel de la démocratie. Senghor, très intelligent, a violé en faisant voter un article 35. Il a volé sa propre constitution. Mais il l'a violé tellement, si élégante, avec l'accord de l'Assemblée et des députés que ça peut passer. Mais en réalité, c'était un viol de la Constitution. C'est un geste, reconnaissons maintenant, antidémocratique. Il m'a dit, Senghor, que si c'était à refaire, il l'aurait refait. C'est-à-dire qu'il aurait gardé l'article 35 et qu'il aurait laissé Abdou Diouf à le remplacer. Il m'a dit qu'il a laissé Abdou Diouf le remplacer pour un temps très court. Ensuite, Abdou Diouf s'est présenté au suffrage universel. Mais je n'étais pas d'accord avec lui parce que chez nous en Afrique, quand vous êtes président de la République pendant une nuit, ça suffit largement pour garder le pouvoir pendant 100 ans. On ne peut pas comparer Senghor à Abdou Diouf. Ce n'est pas le même tempérament, ce n'est pas le même parcours, ce n'est pas la même vision, ce n'est pas la même chose. C'est deux personnes différentes. Même si Senghor l'a choisi, l'a formé, l'a mis le pied à l'étrier et l'a installé au pouvoir. Abdou Diouf a endormi Senghor, oui. Pendant tout le temps que Senghor l'avait nommé Premier ministre, il l'a endormi. Jusqu'à ce que Senghor lui passe le pouvoir, il l'a endormi. Mais le lendemain qu'il a eu le pouvoir, qui sait que maintenant celui du président de la République, son vrai visage est apparu. Moi qui vous parle, j'étais en ce moment directeur général du journal Le Soleil, qui était le seul journal de Dakar, du Sénégal. Il me donne l'ordre de ne plus parler de Senghor dans le journal. Parce qu'il était inacceptable et inimaginable qu'un homme qui a tout eu de Senghor ait pu avoir ce comportement quand il a été chef d'État. C'est vrai que Senghor avait quitté le pouvoir. C'est vrai que Abdou Diouf avait raison d'affirmer son propre pouvoir. C'est vrai qu'il n'était pas question de continuer la politique de Senghor. Abdou Diouf, ça n'était pas Senghor. Je le comprends. Mais ce qui n'est pas vrai, et ce qui ne peut pas être vrai, et ce qui ne peut pas être acceptable, c'est qu'Abdou Diouf ait combattu Senghor. C'est qu'Abdou Diouf n'ait pas protégé Senghor.
c'est qu'Abdou Diouf est tenté d'effacer Senghor. Je pense que Senghor est un homme merveilleux, il faut le reconnaître, qui, dans sa manière d'être, fait ressortir aussi sa manière de penser. C'est l'humaniste en famille, c'est le poète en famille. Avec beaucoup de détente et d'humour, c'est un homme qui sait entretenir d'excellents rapports avec les membres de sa famille. Avant tout, Senghor était un homme de mesure. C'était pas un homme d'excès. Donc le pouvoir ne lui a pas tourné la tête. Il avait donc cette capacité de ne jamais exagérer. De jamais exagérer. Et ça lui donnait... On avait l'impression d'avoir un homme de bon sens à la tête du pays, ce qui est très important. Un homme de bon sens, un homme de mesure, un homme de réflexion. Un homme de ces dimensions, qui a prôné aussi et qui a créé des concepts aussi forts que le concept de métissage culturel. Vous savez que Senghor disait que l'avenir du monde appartient au métissage culturel. Il disait que chaque identité culturelle, chaque peuple doit être respecté, chaque culture doit être respectée. Eh bien, donc au fond, c'est à la fois cet homme capable, disons, d'organisation technique et précise, et en même temps qui est un poète d'une sensibilité extraordinaire. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton nom. La douceur de tes mains bande mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un air. La poésie de Senghor est très belle et très enracinée, quoi qu'on dise. Très enracinée dans les mythes sérères, dans les lieux, dans le terroir, très très proche du terroir, et dans l'histoire africaine. C'est en cela qu'elle est africaine. Elle écrit en français, mais elle véhicule un imaginaire africain. Les gens disaient que la poésie de Senghor c'était de l'eau de rose, alors que ceux qui le disaient n'avaient pas lu Senghor. Quand on a lu Senghor, on ne peut pas dire de la poésie de Senghor que c'est de l'eau de rose. D'abord que c'est un poète qui va rester, n'est-ce pas? Un poète qui va rester, qui a marqué son siècle. C'est, je crois, un des grands poètes du XXe siècle. Pas le plus grand, mais un des grands. Que la langue française me paraissait délicieuse comme de la confiture. Et ensuite, c'est ensuite que j'ai commencé mes études primaires à l'école des Pères du Saint-Esprit en Gazoubile, et c'est là vraiment que j'ai pris goût à la lecture. Moi, je ne crois pas que l'intention de Senghor, c'était d'avantager le français. C'était d'utiliser le français pour développer les langues locales. Ça est vraiment à une époque
où les gens ne pensaient pas à cela. C'est-à-dire qu'au fond, je crois que c'est en 1939 qu'il est venu à Dakar. Il a fait une conférence sur les langues africaines. C'était la colonisation. Il y a eu un petit froid. Donc cet homme qui s'est consacré à une thèse sur les langues africaines, mais qui aime le français. Et Senghor a eu le courage de leur dire, messieurs, bravo, vous parlez très bien le français, mais si vous vouliez un peu apprendre vos langues nationales, locales, être sénégalais, être malien, être guinéen, être dahomey, parler vos langues, vos cultures, vos civilisations, vos bois sacrés, les faire revivre. Ça vous permettra d'assumer votre personnalité de noir tout en aimant la France. On ne peut pas donc dire mais que Senghor a privilégié le français par rapport aux langues nationales. Il a fait ce qu'il devait faire pour les langues nationales. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, les langues nationales sont codifiées. Il existe des dictionnaires. Ces langues sont enseignées dans les écoles et à l'université. Il y a des poètes, des écrivains et des hommes de théâtre qui écrivent dans les langues nationales et qui produisent dans les langues nationales. Donc, le rêve de Senghor s'est réalisé. Et il a refusé l'africanisme de mauvais aloi qui consistait à dire, bon, nous étions hier colonisés, on nous a imposé la langue française, aujourd'hui nous sommes indépendants, la langue française, on n'a qu'à la balancer dans la mer et puis prendre nos langues, et puis bon. Mais nos langues n'avaient pas été particulièrement préparées pour cela, n'est-ce pas? Donc Senghor s'est dit qu'on va prendre le temps qu'il faut pour travailler à donner à nos langues une structure et une base scientifique capable d'être utilisée pour l'enseignement. Le général de Gaulle lui disait dans les années 50, avec votre négritude, vous finirez un jour par rentrer à l'Académie française. Et tout le monde éclatait de rire. On était dans les années 50. Vous connaissez la suite. Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. La parole est à Monsieur Léopold Sédar Senghor pour la lecture de son remerciement. Messieurs, dès 1930, les historiens avaient commencé de critiquer l'histoire telle qu'on l'avait enseignée sous la Troisième République. C'était alors un condensé, parfois pittoresque, de faits politiques et militaires rigoureusement datés. Je pense que ça a ajouté un titre à sa gloire. Je crois que c'est plutôt ça. Hein. Bon, l'Académie avait beaucoup de respect pour lui. Et puis surtout, c'est un homme tellement consciencieux qu'il allait tous les jeudis à la séance. Bon, beaucoup d'académiciens n'y vont pas, hein, sauf au moment où il est devenu malade. Mais je ne pense pas, je pense, écoutez ça, je crois que, bon, je ne suis pas très sûr, mais je pense que le président Senghor rêvait d'être prix Nobel. Je crois quand même qu'il a rêvé du prix Nobel. Parce que c'est humain. Quand on est un grand poète, quand on est un grand penseur, un grand théoricien comme lui, quand on a produit une qualité de pensée telle que celle de Senghor, quand on a été un chef d'État, et que le chef d'État a permis également d'accentuer le rayonnement du poète, je crois que Senghor a rêvé du prix Nobel. Je m'aperçois, au Soleil que je dirigeais, qu'on ne parle pas d'une délégation sénégalaise pour s'y rendre. Ça m'a surpris. J'ai demandé une audience à M. Abdou Diouf, président de la République, qui ne me pose pas. J'ai dit, mais président, je n'ai pas encore reçu la liste des délégués sénégalais qui iront représenter le Sénégal à l'entrée de Senghor à l'Académie française. Il me dit, il n'y a pas personne ne partira. Ah, ça m'a fait un choc terrible. À la fin de mes études, ou plutôt plus loin encore, quand j'étais étudiant en Sorbonne, qu'avec Aimé Césaire, Léon Damas et quelques camarades, nous lancions le mouvement de la négritude. Nous avions commencé par revendiquer passionnément notre identité nègre. Et pour Senghor,
qui participaient donc à cette vision des choses. Lui, davantage, la négritude a été pour lui la même chose, la prise de conscience et le désir de restauration de la dignité du noir, mais plutôt à travers sa culture. Je pense que c'est cela qui a amené le président Senghor à un moment donné, avec l'idée de négritude, à dire enracinement, ouverture pour la jeunesse. Parce que la meilleure manière de connaître l'autre, la meilleure manière de s'exprimer, la meilleure manière d'être performant, c'est d'abord de se connaître soi-même et ensuite de s'ouvrir aux autres. Il faut s'enraciner, disait-il, dans ces valeurs de civilisation avant de s'ouvrir aux valeurs fécondes du monde. Et c'est parce que justement ce contexte prévalait que Senghor, convaincu de l'existence, de la puissance et de la grandeur, mais également de la différence de sa culture par rapport à la culture française, s'est battu avec Aimé Césaire pour développer le plaidoyer et la revendication d'une culture noire fondamentalement égale aux autres cultures, et notamment à la culture occidentale, mais différente, d'où la négritude. Le concept de négritude a été un concept très combattu par des intellectuels du monde anglophone, comme le prix Nobel de littérature, Wole Soyinka. Vous connaissez le combat entre Senghor et Wole Soyinka. Donc on a pensé que Senghor voulait faire de la négritude une idéologie d'État, alors que la négritude était un mouvement intellectuel et littéraire et non pas une idéologie d'État. Senghor a développé la diplomatie sénégalaise, qui a connu beaucoup de succès à travers le monde grâce à la culture. Souvenez-vous que lorsque l'homme de culture allait dans d'autres pays, dans d'autres continents, il se faisait toujours accompagner de ses artistes peintres, de ses comédiens, de ses hommes de lettres. Senghor a une politique de diffusion culturelle, un côté un peu missionnaire de la culture africaine. Ça, c'est quand même très spécial, hein. Il est le seul qui a fait ça, le seul qui a eu cette idée-là que ça vient de la négritude, ça vient vraiment de la négritude, de sa conception de la négritude. Il compensait cette faiblesse économique et financière par une puissance culturelle. Et il a pensé que le Sénégal ne pouvait pas s'imposer sur la scène internationale par l'économie ou par les finances, parce que nous n'avions pas d'or, nous n'avions pas de diamants, nous n'avions pas de pétrole. Il s'est imposé par la culture. Et cela a marché. Nous dépensons depuis quelques années 33% de notre budget de fonctionnement pour l'éducation, la formation et la culture en général. Senghor aussi savait parfaitement qu'il fallait réveiller ici en Afrique noire un sentiment profond qui s'endormait, qui était presque inhibé, qui s'appelle le sentiment de la dignité. C'est pourquoi il a commencé par penser à ce festival. Senghor est quelqu'un qui, 6 années après l'indépendance, a organisé dans ce pays ce que j'appelle les États généraux de la culture mondiale. Pendant 3 semaines, Dakar a été la capitale mondiale de la culture. Pourquoi? Parce qu'il a organisé ici ce qu'il faut considérer comme un immense chapiteau de toutes les expressions artistiques du monde noir. C'était le premier festival mondial des arts nègres. Il s'agissait, dans la continuité de la pensée de Senghor, de montrer au monde
que le noir avait une civilisation, que le nègre avait une civilisation, que nous voudrions montrer au monde, dont nous étions capables de faire ce qu'était le noir, ce qu'était le nègre, ce qu'étaient les arts nègres. C'est pourquoi quand Senghor est devenu président de la République, ayant les moyens de l'État, il a fait le Festival mondial des arts nègres, qui était l'organisation qui était passée à la Sorbonne en 1956, mais qui se passe maintenant en terre africaine indépendante. Vous vous souvenez de la cérémonie officielle où André Malraux, écrivain, ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, est venu à la tribune, ici à Dakar, pour dire à la face du monde: il n'était arrivé ni en Europe, ni en Asie, ni en Amérique qu'un chef d'État dit: ce qui est maintenant l'avenir de l'esprit, nous allons ensemble tenter de le faire. Mais c'est très beau, c'est un témoignage très fort, venu de l'Occident, pour dire que l'Afrique était grande, que l'Afrique était un grand continent. Un petit pays à 95% musulmans, mais qui tombe d'accord pour mettre à sa tête un homme appartenant à une minorité. Et pour Senghor, il faut souligner qu'il appartenait à une double minorité. C'est d'abord la minorité religieuse parce qu'il était catholique, mais une minorité ethnique parce qu'il est sérère. Et le groupe sérère est un groupe minoritaire. Une des caractéristiques de Senghor, c'est ses contradictions. Voilà, une des contradictions de Senghor, chrétien pratiquant, et ne se cachant pas pour le pratiquer, et qui s'est parfaitement entendu avec les autorités musulmanes, en particulier les autorités maraboutiques. Le Sénégal n'est pas un pays musulman. Le Sénégal est un pays laïque, avec 90% de musulmans. Et c'est ce pays-là, par le suffrage universel, qui a porté un chrétien au pouvoir pendant 20 ans. Senghor lui-même, bon, une bonne partie de sa famille était musulmane. Ses sœurs, moi j'ai encore le souvenir de ses sœurs qui étaient musulmanes. Son propre oncle qui est présent dans sa poésie, qui l'a initié, qui l'a formé. Et quand on lit sa poésie, il parle tout le temps de Toko Wali, qui était le frère de sa mère, Wali Bahoum. Wali Bahoum était un hajj. Il a été à la Mecque. Senghor, je l'ai connu à cet âge quand même. Il était député maire de Thiès, le premier député maire de Thiès. Je l'ai connu en 1943. En 1943, j'avais déjà l'habit religieux en moi. Et c'était pour la première fois qu'il me voyait et que je le voyais. Senghor, c'est un homme religieux, un homme croyant, un homme universel. Senghor n'avait pas de distinction. Senghor aimait tout le monde. Senghor, c'était un homme de dialogue, un homme croyant, un homme qui aimait toutes les religions sans distinction. C'était un rassembleur, il cherchait à rassembler les gens. Un homme que Dieu a aimé. Et nous pensons toujours, et nous savons toujours que Senghor au ciel, il est au-dessus, il veille sur nous, il surveille sur nous, il surveille sur le Sénégal.
Senghor, les dernières années de sa vie, n'était pas au Sénégal. Il n'était pas à Paris. Il était en Normandie. Il n'était pas avec beaucoup de monde, il était avec sa femme, qui s'est occupée de lui comme jamais quelqu'un s'est occupé de son mari. Moi, j'ai été témoin de ça, parce qu'il m'est arrivé souvent d'aller le rendre visite quand Senghor était malade, etc. J'ai vu une dame qui a renoncé à tout pour être au service exclusif de son mari du matin au soir. Donc cette femme a été la compagne de Senghor. Elle a été une femme digne. Elle a été une femme qui a symbolisé quelque chose de très fort et de très puissant. Elle a été une femme discrète, une femme très effacée, qui a su accompagner son mari sans jamais lever la voix, sans avoir créé de fondation par-ci, par-là. Elle a été à côté de son mari et elle a été également, je crois, la femme qui a enrichi la poésie de Senghor. J'étais l'ami proche et intime du fils unique de Senghor avec la Normande, Madame Senghor, Colette, qui est de Verson, et qui malheureusement, suite à un accident tragique, a perdu cet unique fils qui est Philippe. Philippe est mort en 81, Senghor est mort en 2001, donc 20 ans. Je puis garantir que pendant ces 20 ans, il a certes eu de la sérénité, des joies, etc. Bon, et puis l'âge avançant, mais il ne s'est jamais remis de la mort de son fils. Jamais. Mais je crois que les raisons sont plutôt politiques. Parce que d'abord on s'est dit que Joal est très loin. La route n'est pas très bien faite. Tous les chefs d'État qui passent au Sénégal veulent, avant de partir, déposer une gerbe. Que ça tombe. Il est peut-être plus indiqué de lui faire une place ici à Bel Air, dans la grande capitale, pour que son accès soit facile à tout le monde. C'est la raison qu'on donne. Je ne sais pas maintenant s'il y a une autre raison, j'en sais rien. Mais je pense que lorsque demain, en tout cas, ce que Senghor a toujours dit se matérialisera, les gens comprendront que ce rêve n'est pas encore perdu. Que Senghor pourrait bien se retrouver demain, effectivement, à Joal, avec toute sa famille. Mais pour le moment, pour des raisons de commodité, que sa femme puisse, à Dakar, tout de suite et rapidement venir se recueillir sur sa tombe, sa présence peut s'expliquer. Mais elle n'est pas définitive. Je voulais que les volontés du président Senghor soient respectées. Et je ne désespère pas que son corps sera transféré dans son village de Joal, là où il va dormir à côté de son père, comme il l'a lui-même souhaité. Je me suis abreuvé aux mêmes sources où Senghor chante son retour à ce pays-là. Et notamment, je me souviens de ce poème qui s'appelle « Élégie de minuit », quand il dit, je le cite comme ça de mémoire, hein, « Seigneur de la lumière et des ténèbres, toi, Seigneur du cosmos, fais que je repose sous Joal l'ombreuse, que je renaisse au royaume d'enfance, bruissant de rêves, que je sois le berger de ma bergère par les tannes de Djilor où fleurissent les morts. Seigneur, ceci n'est qu'une prière. Vous savez ma patience paysanne. Viendra le jour, viendra l'ange de l'aube, viendra le chant des oiseaux inuits. Je dormirai, ma poupée rose dans les bras, ma poupée aux yeux verts et or à la langue si merveilleuse, la langue même du poème.
Léopold Sédar Senghor. C'est clair. Il veut aller dormir au royaume d'enfance. Mais le royaume d'enfance, c'est un voyage qui est peut-être long, qui est ponctué d'haltes, d'étapes. Mais la destination finale, c'est ça. Et la prophétie poétique se réalisera, je suis convaincu. C'est tous vos corps à frapper balafon. Le lion rouge a rugi, le danger de la brousse. De bon s'était lancé, dissipe par les ténèbres, soleil sur nos erreurs, soleil sur nos espoirs. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur vert, épaule comme épaule, mais plus que faire au Sénégal est debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt, salut Afrique mère. Rien que dans sa devise, une des devises de Senghor, c'était enracinement et ouverture. Ben voilà, deux choses contraires. Hein? Espèce de couple de contraires, on en voit souvent d'ailleurs, même dans sa poésie. Ce qui donnait d'ailleurs souvent des oxymores, n'est-ce pas? Et on a chez lui, par exemple, ce grand plaisir d'être chez soi, cet amour du pays natal qui est immense, et en même temps un désir continuel de voyager, hein, d'aller dans les autres pays, de communiquer avec autrui. Il s'agit de créer une nouvelle civilisation humaine. Pour nous, par exemple, Africains, il nous faut nous enraciner dans les valeurs africaines et nous ouvrir aux valeurs fécondantes de la francophonie et par-delà, n'est-ce pas, de la civilisation gréco-romaine. Parce qu'il aimait dire que la civilisation de demain sera une civilisation de métissage biologique et culturel, car il est foncièrement convaincu que ce qui fera les grands progrès de l'humanité partiront certainement, surtout il faut le dire, du métissage partout, partout et partout. Et disait-il, quand deux peuples se rencontrent, ils se combattent toujours, mais ils finissent toujours par se métisser. Senghor est un homme à l'heure du bilan. À l'heure du bilan, je trouve que son bilan est absolument positif. Parce que chaque chose en son temps, chacun doit, dans la longue marche du développement, de la création d'un État, de sa consolidation, de son épanouissement, c'est des générations qui chacune apporte sa contribution. Et la contribution de Senghor, en tant que pionnier, en tant que devancier, en tant que bâtisseur, en tant que premier président, a été une contribution considérable. C'était un homme patient, c'était un homme méthodique. Il pensait qu'on ne pouvait pas tout faire tout de suite. Il fallait tout planifier. Il fallait prendre le temps de la réflexion, le temps du travail. Et il pensait que les nègres étaient des êtres d'émotion, qu'ils faisaient tout de suite. Mais c'était la grande critique, justement, qu'on lui avait faite. Un véritable néocolonialisme qui est la détérioration des termes de l'échange. Comme vous le savez, le Congrès des États-Unis a diminué de nouveau l'aide de l'Amérique aux pays sous-développés. C'est là le drame du XXe siècle. Nous sommes des socialistes conséquents, c'est-à-dire conséquents avec notre siècle. Alors voilà, Senghor, c'est l'homme phénomène, l'homme du hasard, qui vient en Afrique noire au moment précis de son histoire pour lui permettre de se ressaisir, de reprendre confiance en elle-même et de s'abattre. Ce que j'appelle l'homme du destin. On aurait pu l'appeler le prophète de la race noire. C'était un homme d'autorité, c'était un homme de rigueur. Ce n'était pas un poète quand il portait le manteau de chef d'État. Et je crois qu'avec le recul, ce qui a manqué beaucoup à notre pays aujourd'hui, mais c'est justement le manque d'autorité. J'ai beaucoup appris de Senghor.
Et comme je dis, c'est un homme multidimensionnel. C'est un homme de grande sagesse. C'est un homme de cœur, un homme d'une gentillesse, à la limite même déconcertante. Senghor est un éducateur. Son contact est une chose extrêmement enrichissante. C'est-à-dire que c'est un homme d'enracinement. C'est un Sénégalais enraciné dans sa civilisation noire. Mais en même temps, Senghor est un homme d'ouverture. C'est un homme qui est à la fois japonais, chinois, arabe, français, anglais. C'est un homme qui est ouvert au monde. C'est un homme ouvert à toutes les civilisations. Mais c'est du particulier qu'on va vers l'universel. Senghor pouvait tout interrompre parce que simplement quelqu'un qui a besoin de comprendre lui a posé une question. Et il était heureux de prendre tout son temps pour faire comprendre. Ça aussi, c'est une grande qualité humaine chez Senghor. L'autre chose qui m'a beaucoup frappé chez Senghor, c'est sa capacité d'écoute. Et là-dessus, une fois de plus, le nègre est roi. Tenez, le fameux poète du champion de lutte, Lebou Pathé Diop. Ah, seulement, il faudrait que vous disiez Yagana. Non, Degele. Yagana, 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 Degele, Yagana, Daoren, Soganyew, Bissimla, Yamador, Randidor, Laula Tchat, Laula Khel, Laula Bet. J'ai appris de Senghor l'humilité, d'abord, et la patience dans le travail. Senghor était un homme très humble. Et je crois qu'il n'y a pas de grands hommes sans humilité. Malgré ce qu'il était, malgré sa dimension humaine, malgré sa dimension internationale, malgré tout ce qu'il était, Senghor était un homme simple. Une fois, allant avec lui vers le Mont Saint-Michel pour aller manger chez la mère Poulard, un restaurant connu du monde, en cours de route, le président Senghor m'a dit quelque chose. Boukounta, j'ai promis à ma femme de vivre jusqu'à l'an 2000 et j'entends respecter ma promesse. Et oui, il a respecté sa promesse. Il me l'a dit 10 ans ou 15 ans avant sa mort, si je me trompe. Et voilà que Senghor est parti après avoir vécu quand même quelques mois après l'an 2000. Toujours. Senghor sera toujours dans le cœur des Sénégalais. Senghor sera toujours dans le cœur des Africains. Et Senghor sera toujours dans le cœur du monde.